Bonsoir. Salut Romain, Salut. rebonjour. C'est ça. Hop. Alors, configurer tout ça. Salut. Hello. Hop. Rebond, bah, on s'est déjà vu. Ça y est, non mais voilà, C'est super bizarre, je sais pas pourquoi je suis sur scène là. Euh, On peut me faire descendre? Panéliste, on va te remettre en spectatrice. Merci. c'est comme moi d'ailleurs, Lydie, t'as un compte panéliste. Hop. Donc moi aussi, je vais redescendre. Et je te remets aussi, Eric, en... Tout va bien, Romain? C'est bon pour toi? Ça va, faudrait juste que j'ai les accès pour attendez. partager. Et ouais, regarde, hop. Oh, le panéliste et voilà, normalement c'est bon, on est tous les deux. Et puis après, bah voilà, on va pouvoir démarrer à 18 h tranquillement. Hop. Non, tu peux partager ton écran. Moi, je me mettrai après en mute le temps de la presse et puis on débriefera juste après. Ok, donc si je partage ça, normalement, est-ce que vous avez un transparent? Et ouais, c'est bon, nickel. Apport de l'agilité pour un numérique frugal. Ça reste réactif après si ça change? Ouais, ça marche bien. Très réactif. Eh bien, c'est tout bon pour les participants aussi, spectateurs. Tout est en place. On est bon. On est parfait. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si tu as vu sur LinkedIn, on a des personnes qui nous ont fait un joli sketch note sur la table ronde que vous avez fait. Ouais, j'ai vu, ouais, sympa. Et puis les comptes rendus là qui sont partagés, donc ça en a inspiré plus d'un. C'est bien, il y a des artistes. C'est vrai que ça se fait de plus en plus le côté scribing pour justement visualiser un petit peu les échanges et les discussions. Ouais. Après, faut savoir le faire. Personnellement, j'en Ah suis oui, un. c'est de la pratique, de l'entraînement. Il y a quelques petites techniques et puis après c'est répétition, répétition. Donc je vois qu'il y a des participants qui arrivent, donc bienvenue à toutes et tous. On va commencer à l'heure fixe, à l'heure prévue, donc 18 h. Donc on vous laisse arriver tranquillement et puis apprécier cette petite conférence qui poursuit le thème du Green IT, lancé ce matin dans la table ronde. Lancé ce midi plutôt.
ça ici. On commence dans 3 minutes. Bonsoir à tout le monde qui nous rejoint. Je vois petit à petit la liste de participants qui progresse. Bonsoir Romain. Bonsoir. Rebonjour, parce qu'on s'est vu ce midi lors de la table ronde. Tout à fait. Et puis bonsoir à tous les participants qui n'étaient pas là ce midi, qui nous rejoignent pour cette première conférence pour notre petite conférence Frugagile, une conférence autour de l'agilité. Je vous rappelle, on va célébrer dans quelques jours les 20 ans jour pour jour du manifeste agile. Et là, l'idée de cette conférence, c'est un peu d'aller aussi, d'imaginer les années suivantes, que nous réservent les 20 prochaines années sur l'agilité et au-delà. Alors, ce soir, on accueille du coup Romain qui va nous parler du numérique frugal. Effectivement, la conférence s'appelle Frugagile, d'un côté frugal et de côté agile. Et donc, je vais laisser la parole à Romain. Je rappelle pour la suite, il y a toujours un Discord qui est ouvert pour pouvoir échanger, participer, continuer des conversations sur ces thèmes qui intéressent beaucoup de personnes. Finalement, le Green IT, c'est un sujet on ne peut plus d'actualité. Et donc, je vous souhaite une excellente conférence avec Romain. Romain, c'est à toi.
Merci Olivier pour l'intro, merci aux organisateurs pour l'invitation. Donc, je m'appelle Romain Rouvois, moi je suis professeur d'informatique au sein du département informatique de l'Université de Lille, où je gère notamment un master, un cursus de master en informatique. Et pour mes travaux de recherche, je suis associé à une équipe INRIA. Donc, l'INRIA, c'est l'Institut de recherche en informatique et mathématiques appliquées. Et je fais partie d'une équipe qui s'appelle Spirals et qui s'intéresse à des problématiques de génie logiciel et de systèmes répartis. Et finalement, je suis aussi membre junior de quelque chose qui s'appelle l'Institut universitaire de France. Et je l'évoque aujourd'hui parce que justement, mon activité au sein de l'IUF est très liée au sujet que nous abordons aujourd'hui. Donc, le but de ma présentation, c'est d'évoquer différents sujets de recherche qui nous intéressent dans cette problématique justement de comment concevoir un numérique plus frugal. Et puis, sur la fin de ma présentation, j'ouvrirai aussi cette thématique à la problématique de l'agilité pour voir ce qu'il est possible de faire avec l'agilité. Alors, en premier lieu, je vais me permettre d'introduire rapidement un Spirals. Donc, en fin de compte, quand on fait des travaux de recherche, on ne fait pas des travaux de recherche tout seul dans son coin. On le fait dans le contexte d'une équipe de recherche. Donc, on est plusieurs personnes. En l'occurrence, on est une petite trentaine de personnes à Lille qui s'intéressent à ces problématiques. Donc, comme je l'ai dit, on se positionne à l'intersection de ce qu'on appelle le génie logiciel et des systèmes répartis. Donc, au final, on est très proche de ce que manipulent les développeurs, les architectes logiciels. On s'intéresse typiquement à ce type de système. Pour nous, c'est notre nourriture de base. C'est le sujet de nos études, de pouvoir étudier justement différents types de systèmes, que ce soit des systèmes en réseau, que ce soit des systèmes embarqués. Et donc, dans ces systèmes, on va s'intéresser dans le cadre de nos travaux à deux aspects, ce qu'on appelle l'auto-réparation et l'auto-optimisation de systèmes. Donc, comment concevoir des systèmes logiciels plus intéressants, plus intelligents surtout, qui ont cette capacité de se réparer en présence de bugs ou même de s'optimiser en fonction du contexte dans lequel ils sont plongés. Et au sein de l'équipe, on a deux grands types d'expertise. Une expertise qui est portée sur la sécurité de ces systèmes logiciels et une autre expertise qui porte justement sur l'aspect consommation énergétique de ces systèmes et qu'est-ce qu'il est possible de faire pour pouvoir optimiser justement la consommation de ces systèmes. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y a un site internet et vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations. Vous pourrez notamment avoir accès à plein de publications par rapport aux travaux qu'on publie, puisque ces travaux sont publiés librement et disponibles gratuitement. Ces travaux, c'est une des spécificités d'INRIA, c'est qu'on ne les réalise pas seul en tant que personne, donc en tant qu'équipe, mais aussi en forte collaboration avec différents types d'entités. Et donc, dans le cadre de ces travaux en particulier, on a pas mal travaillé ces dernières années avec l'ADEME, qui finance notamment des thèses de doctorat pour avancer sur ces sujets liés au numérique frugal, mais aussi avec différents types de structures privées comme Davidson Consulting, Orange ou même plus récemment OVH Cloud. Et donc, on a beaucoup à apprendre justement des besoins des entreprises, de leurs pratiques. Et c'est généralement au travers de ces interactions qu'on arrive à faire émerger un certain nombre de sujets de recherche et puis d'essayer d'apporter des entreprises faire face. Donc en particulier, dans le cadre de cette présentation, ce qui nous intéresse, ça va être l'impact du numérique sur l'environnement. Donc on peut le quantifier de différentes manières. Durant la table ronde de ce midi, on a évoqué différents types d'indicateurs, différentes problématiques. Là, dans le cadre de cet exposé, je vais beaucoup parler d'énergie consommée par les systèmes logiciels pour justement voir quelles sont les problématiques et à quel point cette problématique est quand même complexe à appréhender. Et ce qui fait peut-être qu'aujourd'hui, c'est encore difficile pour bon nombre d'acteurs de trouver des solutions. Donc l'électricité qui est consommée par le numérique a tendance à grossir au fil des années. Donc, je ne vais pas commenter les chiffres parce que les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Ce qui est important de noter, c'est qu'on est plutôt sur une pente montante parce qu'au niveau des usages,
on voit bien que on a du numérique partout, hein, on parle de digitalisation massive. Tous les services sont disponibles en ligne. On a de plus en plus d'équipements mobiles qui sont mis à notre disposition, des tablettes, des smartphones. On les change de plus en plus souvent. Et on peut observer justement qu'il y a une espèce d'effet boule de neige, hein, sur justement notre usage des services et du coup, en conséquence aussi, la consommation d'électricité que cela peut induire. Alors, que ce soit dans le cadre du sujet qu'on traite ou dans le cadre de nos recherches, généralement, on parle beaucoup d'impact. Alors nous, en tant que chercheurs, on nous demande beaucoup de faire en sorte de pouvoir quantifier l'impact de nos résultats. Alors, ça peut se quantifier en termes de publications scientifiques. J'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'on mettait à disposition nos publications scientifiques. Ça peut se quantifier aussi en termes d'impact sur la société, donc la société civile, sur les entreprises. Et donc, ce sont des choses qui nous intéressent beaucoup parce que, voilà, en tant que chercheur, on cherche à faire quelque chose qui a de l'impact. Aujourd'hui, c'est l'impact clairement environnemental auquel on va s'intéresser et puis de voir justement qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir améliorer cet impact et faire en sorte d'avoir du numérique plus frugal avec des services qui consomment moins, tout en essayant d'offrir une qualité de service optimale dans le contexte qui nous sera donné. Alors pour pouvoir motiver un peu cette problématique, j'ai pris l'exemple d'une voiture plutôt moderne, plutôt récente, qui peut être perçue comme certains comme étant quelque chose qui est plutôt bénéfique pour l'environnement, peut-être par d'autres comme étant quelque chose qui n'est pas nécessairement ce qu'on pourrait faire de mieux, de par l'usage de batteries notamment, avec toutes les problématiques de recyclage et de production de ces batteries. L'histoire que je voulais raconter, c'est qu'en fait, tant qu'on a cette voiture, tout se passe bien, on peut être très content de cette voiture et puis forcément, il y a un moment où, on va s'apercevoir que la performance n'est pas nécessairement, au rendez-vous. Par exemple, sur le cas de la voiture, c'est que, l'autonomie de la voiture n'est pas forcément celle, qu'on attendait et du coup, l'utilisateur final, va avoir tendance à être un peu déçu, de cette performance en se disant: «C'est pas ce qu'on m'a vendu. On m'avait vendu une voiture avec, pas mal d'autonomie et puis moi je m'aperçois qu'en fin de compte, quand je l'utilise, j'ai 2 fois moins d'autonomie». Et donc généralement, la problématique, ça va être un espèce de jeu de patates chaudes, on va dire, que les gens vont se renvoyer où, l'utilisateur va dire: «Ah, c'est la faute du constructeur». Le constructeur va dire: «C'est, les ingénieurs qui ont fait le moteur, qui ont mal fait leur boulot parce que, c'est pas calibré, correctement». Les ingénieurs vont dire: «Oui, mais c'est la faute du pilote, de la voiture, de l'usager qui n'utilise pas, ma voiture de la bonne façon et du coup, on n'utilise pas mon moteur de manière optimale». Et donc, on va comme ça avoir tendance à se rejeter la faute l'un sur l'autre parce que voilà, on n'est pas forcément content. Qui plus est, dans le cadre de texte-là, si on met un informaticien dans la boucle, vous pouvez être sûr que ça sera le bazar et que là, ça va être la faute de l'informatique forcément s'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la présentation d'aujourd'hui, le message que je veux faire passer, qui est déjà passé tout à l'heure lors de la table ronde, c'est qu'en fin de compte, c'est la faute de tout le monde. C'est une problématique dont chacun doit s'emparer et sur lequel chacun a une action possible pour faire améliorer les choses. Donc, il ne s'agit pas de considérer que c'est la faute de l'autre, que c'est à l'autre de faire des efforts, parce que chacun à son niveau, on doit être capable de faire des efforts et les efforts qu'on apportera à son niveau seront nécessairement positifs pour le système. Alors, bon, concrètement, on parle sur Tesla, mais on peut aussi parler du cloud computing, qui est typiquement le type de système sur lequel vous êtes probablement amené à travailler. Et on parle souvent de l'impact justement des data centers, du cloud computing, qui supportent tous ces systèmes logiciels. Le cloud computing, ça nourrit beaucoup de fantasmes aussi, hein, et beaucoup de critiques. On voit que depuis quelques années, hein, les acteurs du cloud se sont beaucoup intéressés justement à la problématique de cet impact du cloud et de voir justement comment est-ce qu'on peut faire pour réduire l'impact du cloud et améliorer justement l'empreinte qu'il peut avoir sur l'environnement. Alors, il y a beaucoup d'initiatives qui existent. Il y a des initiatives qui consistent justement à récupérer la chaleur générée par les serveurs pour venir alimenter
différents types de structures. Ça peut être des appartements, ça peut être des piscines. On peut imaginer différentes formes de projets. Il y a des acteurs comme Carnot Computing qui, eux, ont pris le problème à l'envers, c'est-à-dire que plutôt que de diffuser la chaleur dans les appartements, ils ont amené les data centers dans les appartements. Donc, on a des radiateurs qui sont des ordinateurs et sur lesquels on va déployer du traitement pour générer de la chaleur pour pouvoir chauffer une pièce avec une consigne de température. Donc, on a désagrégé le data center et on a mis des petits morceaux de data center dans plein d'appartements qui peuvent être regroupés dans des immeubles pour faire de l'optimisation au niveau des réseaux et qui vont permettre du coup de pouvoir justement optimiser la problématique, en fin de compte, de comment je diffuse l'énergie qui est produite par mes machines en termes de chaleur pour pouvoir éviter de devoir payer à côté de ça un mécanisme de refroidissement qui vient compenser la chaleur produite. Donc, les data centers, c'est vraiment une problématique qui revient souvent quand on s'intéresse justement à cette question de l'énergie dans les services numériques. Et on observe en fin de compte deux aspects. Il y a le yin et le yang du data center. D'un côté, on va avoir des aspects bénéfiques qui vont être liés notamment à des aspects de mutualisation des ressources. C'est-à-dire qu'en concentrant les ressources matérielles dans un même lieu, on va pouvoir faire en sorte de déployer plusieurs services logiciels sur un nombre minimum de ressources matérielles. On va pouvoir faire en sorte de pouvoir investir dans le matériel, c'est-à-dire que les opérateurs de cloud computing vont pouvoir investir massivement pour essayer justement de réduire ce qu'on appelle le PUE, un Power Usage Effectiveness, qui est un indicateur qui permet de savoir à quel point l'énergie injectée dans un data center va directement dans une machine qui sert justement à supporter l'exécution d'un service numérique. Et en faisant justement beaucoup de travaux autour de ça, on va justement avoir un effet plutôt positif sur l'impact environnemental des services numériques grâce à cet effort justement de mutualisation. Et puis, il y a le yang, comme je disais, avec là la problématique de la virtualisation, alors qui est bien souvent perçue comme quelque chose de plutôt positif par les développeurs, puisqu'on s'affranchit justement des problématiques matérielles. Et on considère que voilà, le matériel, on va avoir des ops, des opérateurs qui vont être capables d'optimiser ça et que nous, on peut du coup se concentrer sur un environnement indépendant du matériel sur lequel on va pouvoir développer notre logiciel et qui va pouvoir être déployé dans différentes conditions. Sauf que, bon, justement, ces couches de virtualisation, je reviendrai dessus dans ma présentation, bon, elles ont tendance de nos jours un peu à s'accumuler. Et puis, le fait d'accumuler des couches comme ça, non seulement on perd un peu pied avec justement ces questions de matériel, mais aussi on peut aussi perdre de l'énergie un peu au passage et du coup avoir un certain nombre de dispersions dans l'efficacité du logiciel qu'on essaye de déployer. Donc voilà un peu le contexte actuel autour notamment de cette problématique des data centers. Alors, il y a quelqu'un qui nous a quittés là, en avril 2019 qui s'appelle Joe Armstrong. Joe Armstrong, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le père de Erlang, du langage de programmation Erlang. Et encore une dizaine de jours avant son décès, en fin de compte, Joe Armstrong, il tweetait ça, que notamment, si on voulait faire des optimisations, des améliorations du point de vue énergétique, les seuls attendu que par l'optimisation du matériel et que ce n'était pas le logiciel qui pouvait faire quelque chose à ce niveau-là. Que du coup, si on avait besoin de pouvoir optimiser une question énergétique sur du logiciel, sur du service, dans ce cas-là, il fallait utiliser un FPGA et pas un langage de programmation. Et donc, bon, ça pose question quand même quand quelqu'un qui a quand même l'aura et l'expérience de Joe Armstrong pose ce point et on pourrait très bien se dire, en fait, OK, donc si on considère que
La seule optimisation possible, elle passe par le matériel. Donc, dans les data centers, grosso modo, ce sont que les opérateurs de cloud, comme OVH, je l'ai cité, ou Amazon ou Google, qui ont un levier d'action. Eh ben, on s'arrête là. J'arrête ma présentation à cet instant. Et puis, on considère que c'est les autres qui vont s'en occuper. Sauf que je vous ai dit au début de la présentation que mon parti pris, c'est de dire que non, cette problématique de l'impact écologique et environnemental du logiciel, c'est une problématique qui est de bout en bout, qui non seulement met en action les gens qui font du matériel, et ils font de très bonnes choses. Il y a beaucoup d'optimisations qui se font à ce niveau-là, mais ça doit être aussi une prise de conscience des développeurs, des architectes logiciels, des concepteurs de ces systèmes, jusqu'au client aussi, qui doit avoir aussi sa part de responsabilité dans la conception de ces logiciels. Donc, on s'est demandé, dans le cadre de nos travaux, quel pouvait être justement l'impact du génie logiciel dans cette question plus globale des services numériques frugaux. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce n'est pas uniquement une lubie de chercheurs, hein, et depuis là aussi quelques années, on a un certain nombre de politiques qui se sont interrogés sur cette question, sur le coût justement des services numériques, du fait que la consommation avait tendance à croître, et que peut-être ça vaudrait le coup de se poser des questions sur comment est-ce qu'on conçoit ces systèmes logiciels. Est-ce que les entreprises se sont bien emparés de la problématique et ont mis en place des pratiques particulières pour essayer d'avoir des développements beaucoup plus vertueux. Donc ça, c'était une question qui avait été soumise à l'Assemblée nationale en mai 2019, pour laquelle il n'y a pas de réponse spécifique. Mais plus récemment, il y a eu une proposition de loi qui a été déposée là, au mois de décembre 2020, octobre 2020, pardon, et qui s'intéresse justement à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Alors, bon, ça traite beaucoup de sujets, hein. Il y a pas mal d'aspects à en dire, mais par exemple, dans les points qui sont cités, il y a l'article 2 de cette proposition de loi qui conditionne la diplomation des ingénieurs en informatique à l'obtention d'une attestation de compétences acquises en éco-conception logicielle. Alors déjà, en tant qu'enseignant-chercheur à l'université, je tenais à préciser qu'on forme aussi des ingénieurs en informatique, donc en tout cas des personnes qui ont un bac+5 et qui sont compétents en informatique. Donc ce n'est pas uniquement une problématique des ingénieurs, je pense que c'est vraiment une problématique plus globale qui fait que chaque personne qui est amenée à développer du logiciel devrait en effet commencer à se poser des questions sur l'éco-conception. Qu'est-ce que l'éco-conception d'un logiciel ? Alors, quand on essaye de répondre à cette question, on s'aperçoit que la question n'est pas forcément évidente. Il y a eu des études qui ont été faites dans la littérature, des collègues canadiens notamment, qui se sont intéressés à, tiens, qu'est-ce que les développeurs aujourd'hui, les programmeurs, savent de l'énergie, de la consommation énergétique. Donc, ils ont mis en place ce qu'on appelle une étude quantitative, hein, un questionnaire qui a été envoyé à plusieurs centaines ou milliers de développeurs pour les questionner un petit peu justement sur leurs pratiques de développement, sur le fait qu'ils intégraient ça dans leur développement, sur quels étaient les outils qu'ils pouvaient être amenés à utiliser, quelles étaient leurs pratiques globalement par rapport à ça. Alors, il y a des choses intéressantes sur justement quelle est la perception des développeurs quand il s'agit d'intégrer cette question de la réduction de la consommation énergétique des logiciels. Beaucoup d'entre eux considèrent que ça passe par la conception de meilleurs algorithmes. Et donc, on a tous vu dans le cadre d'enseignement, notamment de formation, que oui, la complexité d'un algorithme peut avoir un impact non négligeable sur les performances, mais du coup aussi sur la consommation énergétique. Le fait de pouvoir réduire des calculs, c'est-à-dire ne pas tout calculer tout le temps, mais d'avoir un usage à de manière plus intelligente au réseau, au disque, donc toutes les formes d'entrée-sortie qu'on peut imaginer sur un système. Le fait de pouvoir mettre en sommeil un système, on n'a pas obligé de laisser son ordinateur tout le temps allumé, mais on peut aussi le mettre en veille un certain nombre de fois. Et donc, ils ont listé comme ça un certain nombre de catégories d'optimisation qui pouvaient être envisagées. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est quels sont les retours de ces développeurs par rapport aux problématiques qu'ils rencontrent.
J'ai retenu trois grands problèmes auxquels ils doivent faire face. C'est que d'une part, leur retour, c'est que les clients de ces développeurs s'intéressent surtout à la problématique de la rapidité du développement, puisque généralement, voilà, ce sont des personnes qui vont être sous pression. Il faut livrer rapidement, respecter les délais qui ont été donnés par les clients et sur lesquels on s'est accordé, et que du coup, l'éco-conception ne va pas être prioritaire, ça ne va pas être le centre du système, et que du coup, ça va peut-être passer à la trappe si jamais il y a des sacrifices à faire, comme on peut l'observer aussi dans certains cas avec la qualité du code, où on va peut-être mettre ça en second plan parce que la priorité, c'est de livrer au client coûte que coûte. Donc ça, c'est une première problématique. La deuxième problématique, c'est que pour beaucoup d'entre eux, en fin de compte, on revient à cette problématique qui est de dire, moi, je suis développeur logiciel, je fais du logiciel. S'il y a une problématique d'optimisation énergétique, c'est avant tout une problématique de matériel. Et que c'est du coup aux gens qui font le matériel de se préoccuper de ça. Et moi, je continue à faire mon logiciel. Et mon logiciel, s'il y a des optimisations matérielles qui apparaissent, le logiciel en tirera bénéfice. Et donc, mon logiciel consommera moins. Le dernier point qui est assez intéressant pour nous, c'est que, au final, les développeurs se retrouvaient aussi un peu désarçonnés quand il s'agissait d'adresser la problématique de la consommation de leur logiciel, parce qu'ils n'avaient pas d'outils pour pouvoir mesurer justement cette consommation logicielle. Et donc, quand on leur demandait de quantifier la consommation de leur logiciel et en quoi leur logiciel ne consommait pas beaucoup, ils étaient incapables de répondre parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir mesurer la consommation de quelque chose, il nous faut un wattmètre. Et donc, un wattmètre, ça se branche sur du matériel et pas sur du logiciel. Donc ça, c'était un peu les conclusions de cette première étude. Et puis nous, dans le cadre de nos travaux et de nos collaborations, là, récemment, en 2020, on a publié une autre étude, qui est ce qu'on appelle là une étude qualitative, où on est allé discuter avec un certain nombre de développeurs de chez Orange sur justement leur pratique de développement, sur leur perception de la problématique. Et il s'avère qu'au final, les conclusions de cette étude qualitative rejoignent celles de l'étude quantitative, où on a pu constater que chez les développeurs, notamment d'Orange, on rencontrait exactement les mêmes problématiques que pour les développeurs de l'étude initiale. Donc on s'est dit, ça c'est quelque chose qui est intéressant et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Donc on s'est intéressé à cette question de, tiens, comment mesurer précisément la consommation d'un logiciel. Et donc, depuis 2012, pardon, depuis 8 ans, on développe une bibliothèque logicielle qui s'appelle Power API et qui a justement vocation à pouvoir identifier à l'échelle d'un logiciel quelle est sa consommation en temps réel pour pouvoir aider justement aussi bien les équipes d'administration de systèmes, les Ops dans le DevOps, que les développeurs d'applications à essayer de faire du logiciel qui consomme moins. Donc, la difficulté, c'est que le matériel, ça reste quelque chose d'extrêmement complexe et ça ne va pas en simplifiant. Au fur et à mesure des nouvelles générations de processeurs qui émergent, ce qu'on observe, c'est qu'on croît en complexité. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis dans le matériel, je vous ai dit tout à l'heure, pour faire en sorte que le matériel consomme moins, mais c'est au prix d'une complexité supplémentaire. Donc, il y a eu des mécanismes pour pouvoir faire varier dynamiquement la fréquence du processeur en fonction du type de traitement qu'on fait exécuter dessus. Il y a des techniques qui permettent de mettre en veille, même sur des très courts laps de temps, le processeur pour essayer là aussi d'économiser de l'énergie. Et c'est ce qui fait que du coup, quand on essaye de comprendre comment un processeur consomme de l'énergie, rapidement, ça devient très difficile de pouvoir définir un modèle sur lequel on puisse se raisonner. Donc, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est essayer d'apprendre justement le modèle de consommation d'un processeur en se disant que voilà, des processeurs, il en existe beaucoup aujourd'hui, les générations continuent d'évoluer en fonction des environnements sur lesquels on intervient, on a beaucoup d'architectures très différentes et du coup, il faut pouvoir s'adapter pour pouvoir proposer un modèle. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail de l'architecture, des maths, du machine learning qui peut être utilisé là-dedans, parce que il y a beaucoup de buzzwords là-dedans. Mais l'idée, c'était de pouvoir proposer un système qui, de manière intelligente, capture la dynamique d'un processeur et va être capable d'apprendre justement son modèle de consommation. Et pourquoi on a besoin d'apprendre ce modèle de consommation?
c'est que derrière, une fois qu'on a réussi à apprendre ce modèle de consommation, on va être capable de pouvoir différencier processus par processus, donc application par application, quelle est la part de consommation liée à l'exécution d'une application sur un processeur, sur une machine, pour pouvoir dire, voilà, dans le système qui est déployé, si j'ai plusieurs services qui cohabitent, tel service a tendance à consommer à tel instant sous certaines conditions et tel autre service va peut-être consommer moins. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que ça va nous permettre d'identifier des hotspots, donc des endroits, des services qui ont tendance à consommer. Et du coup, ça va être une indication pour l'architecte logiciel, par exemple, pour lui dire attention, si vous souhaitez réduire votre consommation, c'est plutôt sur ces services-là qu'il faut se concentrer parce que ce sont ces services qui ont tendance à consommer. Donc, on a un modèle qui est défini au niveau global, au niveau du processeur, et puis après, on va être capable justement de pouvoir découper en fonction des différents services qui vont tourner. Donc là, on avait pris un benchmark, mais on peut le faire et on l'a déjà fait sur différentes formes de services. Ça, après, derrière, ça permet de raisonner sur différentes choses. On peut aussi s'abstraire justement du matériel. On peut raisonner sur de l'énergie en essayant de prendre du recul par rapport au matériel. Donc là, c'est une représentation où à droite, on a l'énergie consommée par le matériel et à gauche, l'énergie qui est consommée par le logiciel indépendamment du matériel sur lequel il est exécuté. Donc ça peut être sur une machine qui est multicœur avec plein de processeurs, comme ça peut être sur un cluster de machines. Et dans ce cas-là, on va pouvoir raisonner globalement sur tiens, tel service logiciel, combien est-ce qu'il consomme, et du coup, voir aussi quels sont les leviers d'action qui peuvent être enclenchés pour essayer de réduire cette consommation. Donc ça, c'est publié aussi dans un article, comme je l'ai dit, qui est librement disponible. Il y a du code qui est disponible aussi. Il y a un site qui s'appelle powerapi.org qui va permettre d'accéder au code. Le code peut être déployé sur n'importe quelle infrastructure et puis on offre un peu de support pour aider les gens justement à avoir leur propre sonde et mesurer la consommation de leurs services. Donc là, avec ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi, nous, en tant que scientifiques, à avoir un petit peu notre microscope qui va nous permettre d'observer des systèmes logiciels pour pouvoir essayer de raisonner justement sur leur consommation énergétique et de voir quel peut être l'impact de modifications qui sont opérées sur les systèmes logiciels. Donc, dans un deuxième temps, on s'est dit, tiens, maintenant qu'on a ce microscope et qu'on est très content d'avoir ce microscope, on va regarder à quel point il est précis et il est applicable dans différents contextes. Et là, on a eu une surprise quand on a commencé à faire quelques mesures avec ce microscope, c'est qu'on s'est aperçu qu'en fin de compte, l'énergie, c'est quelque chose qui est très difficile à utiliser pour raisonner. Parce que si on prend une machine neuve sortie du paquet et qu'on exécute plusieurs fois la même application, on va s'apercevoir que l'application ne va pas toujours consommer la même chose, même si c'est exactement la même charge qu'on lui donne en entrée, exactement les mêmes conditions. On va avoir de la variation dans la consommation et des fois, elle va consommer plus, des fois, elle va consommer moins, alors qu'a priori, c'est exactement le même logiciel qui s'exécute. Donc ça, c'est quand même problématique parce que quand on essaye de faire des optimisations, il faut qu'on puisse mesurer l'impact d'une optimisation et du coup, si on fait une modification et qu'on s'aperçoit qu'on réduit la consommation, est-ce que c'est lié à l'optimisation ou est-ce que c'est lié au fait qu'on a une variation dans la consommation? Et donc, il faut pouvoir s'assurer qu'on est capable de réduire cette consommation. Et c'est d'autant plus troublant qu'on a fait aussi des expérimentations. On a pris 4 machines issues d'un même cluster, des machines qui avaient été commandées ensemble, réceptionnées ensemble, qui ont été fabriquées ensemble, qui sont a priori des mêmes générations, du même moule. Et là aussi, on a observé des différences et que ces 4 machines ne consommaient pas de la même manière par rapport à un même stress qui leur était présenté. Donc ça, c'est une des autres difficultés de ce qu'on fait quand on manipule de l'énergie, c'est qu'on va avoir beaucoup de variabilité sur nos mesures et que du coup, on est obligé généralement de raisonner sur des statistiques, sur des tendances, parce que sur une mesure individuelle, il est difficile de pouvoir conclure on a réussi à avoir une consommation plus faible ou plus forte, et du coup, on n'a pas forcément grand-chose à en retirer. Donc derrière, on a eu, bien évidemment, dans l'article qui est présenté, un certain nombre de recommandations sur comment faire en sorte de pouvoir minimiser cette variation. Alors, on ne peut pas l'annihiler,
Il y aura toujours une variation, mais en tout cas, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites sur une machine en fonction du type d'application qu'on fait tourner pour essayer justement de réduire cette variation et du coup d'arriver sur des intervalles sur lesquels on peut raisonner avec un peu plus de confiance quand on fait justement ces analyses d'impact pour éviter de faire croire qu'on a fait une économie d'énergie alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Donc aujourd'hui, quand on conçoit du logiciel, en fin de compte, c'est un petit peu comme la tour de Pise. En réalité, on va construire sur du logiciel, mais on va venir empiler un certain nombre de couches pour pouvoir, à la fin, avoir son application. Donc, toutes ces couches, elles vont apporter quelque chose. Et ces dernières années, je pense qu'on peut assez facilement dire qu'on a eu tendance à plutôt rajouter des couches qu'en retirer. Quand j'ai fait mes études, quand j'ai terminé mes études, tout ce qu'on me demandait de faire, c'était de développer une application Java au-dessus d'une JVM et sur un serveur dédié qui servait de production. Aujourd'hui, on parle de machines virtuelles qui sont déployées dans des environnements qu'on ne maîtrise plus. On va faire tourner des conteneurs dans lesquels on va mettre des machines virtuelles, Java ou autres. Et puis après, on va avoir toutes des piles de frameworks qui vont venir traiter un aspect particulier d'une application et à la fin, on aura éventuellement un peu de code métier pour faire la glue entre tout ça. Donc tout ça, ça pose beaucoup de questions. Ça pose beaucoup de questions sur la maîtrise qu'on peut avoir et vu d'en haut de la tour, en fin de compte, quelle est la perception qu'on a du matériel et de son impact. Et ça pose des questions sur qu'est-ce qu'on peut faire en réalité sur le matériel parce qu'il y a tellement de couches entre deux que l'optimisation que je vais mettre en place tout en haut, je ne suis pas sûr qu'au final, elle traverse toutes les couches et qu'elle soit réellement utile sur l'application. Ça pose des questions sur est-ce que chaque couche fait bien le boulot qu'on attend d'elle? Est-ce qu'elle fait bien l'optimisation et le bon usage de la couche d'en dessous? Ou est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être contre-productives entre les couches? Par exemple, on sait que la JVM a un certain nombre de mécanismes embarqués qui permettent de bien améliorer les performances, mais est-ce que ça va être toujours compatible avec une couche d'hypervision? Donc, ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Et ce qu'il faut voir, c'est que tout ça, c'est du logiciel. Donc, on a vraiment beaucoup de piles de logiciels qui sont mises les unes sur les autres avant de pouvoir exécuter du logiciel. Donc, ce logiciel, en fin de compte, qu'est-ce qu'on peut faire pour dire de faire du logiciel beaucoup plus efficient? Alors, on a des collègues qui se sont intéressés justement à faire un petit benchmark des langages de programmation. C'est une problématique un peu récurrente quand on parle d'énergie et qu'on discute avec des développeurs, c'est tiens, quel est le langage qui est le plus efficient? Alors, c'est toujours un peu un troll qui est lancé et on voit qu'il peut avoir clairement des tendances qui se dégagent, même si les chiffres, on peut toujours discuter des chiffres précisément. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est qu'on a des langages qui vont avoir tendance à consommer moins, à être à la fois efficients du point de vue énergétique et en termes de performance, et qui sont des langages plutôt établis. Et puis d'autres langages qui sont beaucoup plus des langages interprétés, qui, eux, ont tendance, bien évidemment, du fait de l'interprétation, à consommer plus. Donc, ce qu'on voit, c'est que, on parle souvent aussi de lien entre énergie et performance. Il y a un lien entre l'énergie et la performance, bien évidemment, mais ce lien est quand même plus complexe qu'on peut le percevoir, notamment quand on a des traitements concurrents ou des programmes qui utilisent plusieurs threads et qui doivent faire des accès concurrents sur des ressources partagées. Il y a des stratégies qui font que certains langages sont plus efficaces que d'autres. Il y a aussi des compilateurs qui sont plus ou moins efficaces que d'autres. Et donc, on voit que certains langages maintiennent leur classement quand on parle à la fois de performance et d'efficience énergétique. Ça dépend aussi du traitement, du type de traitement. Donc, on peut se poser la question de quel est le langage le plus approprié par rapport au type de traitement que je dois réaliser. Et il y a peut-être une question d'adéquation du langage à la nature du développement que je dois réaliser qui doit se poser. Il n'y a pas un langage dans l'absolu qui est meilleur que tous les autres. On peut clairement se poser la question. Et il y a vraiment, comme je dis, pas un langage meilleur que tous les autres, donc il faut vraiment faire attention. Ce qui est quand même intéressant, c'est que le choix du langage, on ne peut pas le faire uniquement en considérant une problématique de performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une équipe de développement a l'habitude de développer, je ne sais pas, sur du Java,
on ne va pas lui dire du jour au lendemain, tu vas développer maintenant en C parce qu'on a décidé de faire des services logiciels qui soient beaucoup plus efficients énergétiquement. Ce n'est peut-être pas super pertinent de se lancer dans ce type de développement parce que forcément, basculer une équipe qui était à l'aise en Java, qui avait une certaine maîtrise de la technologie vers une autre technologie qu'elle ne maîtrise pas, ça va prendre du temps de formation, ça va aussi générer des frustrations, ça va générer probablement aussi des bugs. Et du coup, la qualité du logiciel développé sera peut-être pas au rendez-vous et peut-être même que l'énergie gagnée sera peut-être pas au rendez-vous parce que l'équipe ne saura pas utiliser à bon escient la technologie. Donc, le choix du langage de programmation, il ne faut vraiment pas regarder ce type de classement pour raisonner. Il faut plutôt considérer que c'est un problème qui est multicritère et il faut réussir à trouver justement le bon équilibre qui fait qu'on arrive à tirer le meilleur parti de la technologie qu'on souhaite exploiter. Bon, il y a quand même des sacrées différences. Quand on regarde, par exemple, la différence entre Python et C, on voit qu'il y a un facteur 75. Bon, Python, c'est quand même un des langages les plus populaires aujourd'hui, sur lequel beaucoup de projets se sont lancés, notamment beaucoup de projets autour de l'intelligence artificielle, du machine learning. Et donc, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'il y a probablement des choses à faire pour pouvoir améliorer l'empreinte énergétique de ces langages. Et donc, nous, c'est un petit peu l'angle d'attaque qu'on a pris. On s'est dit, plutôt que d'essayer de convaincre les personnes de changer de langage de programmation, on peut leur donner des informations comme ça si jamais ils souhaitent eux-mêmes avoir une démarche éco-responsable et chercher des langages plus efficients. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si l'équipe de développement elle a un certain existant développé en Python ou si elle est à l'aise avec le langage Python? Quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer pour essayer d'aider l'équipe de développement à réduire son empreinte énergétique? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé justement différents runtime qui sont utilisés par le langage Python. Le langage Python, il est livré avec un certain nombre de runtime. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a quand même une sacrée différence en termes de facteur d'échelle pour un même programme selon le runtime qu'on va utiliser. Et donc, on voit typiquement ici que si on utilise les runtimes par défaut, comparé à d'autres runtimes qui justement cherchent à optimiser l'efficience des logiciels Python, on peut faire sacrées économies. Et ça, quelque part, c'est à coût zéro parce que ça ne nécessite pas de redévelopper le logiciel. Il suffit juste d'avoir un choix avisé du runtime qu'on utilise. Et dans ce cas-là, on va pouvoir gagner forcément en efficience. Donc ça, c'est déjà un premier levier qui est assez intéressant parce que ça ne nécessite pas de modifier les habitudes de développement, ça ne remet pas en cause le langage de programmation des développeurs. On est juste dans la démarche d'avoir une meilleure sélection des frameworks pour pouvoir programmer justement nos systèmes. On peut aussi raisonner comme ça sur les algorithmes qu'on va développer. Donc, on peut regarder justement, si je développe une application web, je vais regarder comment j'interagis avec la base de données depuis mon langage Python. Et là aussi, on a vu qu'en fonction des algorithmes qu'on utilise pour accéder à la couche de données, on peut avoir un certain facteur d'économie. Donc là, on est sur un facteur 40 entre un accès naïf où je vais parcourir les objets qui sont retournés par mon ORM versus un accès où je vais aller chercher justement par une requête SQL bien adaptée les bonnes données dans la base de données. Donc là aussi, il y a aussi tout un travail à faire sur comment j'accède proprement à mes données sans forcément remettre en cause la logique métier, mais il y a aussi un gain qui peut être noté. Et donc là, si on combine typiquement le choix de la base de données, le choix des algos pour accéder aux données et puis le runtime Python, on peut rapidement avoir un gain non négligeable. Après, si on souhaite pouvoir rentrer un peu plus dans le code, il y a des outils qui peuvent être utilisés. Donc là, typiquement, on s'était intéressé à une extension de PyInstrument, qui est un outil de la communauté Python, pour pouvoir l'enrichir avec une information de consommation. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une information sur le temps passé dans les méthodes, on peut donner une information sur l'énergie dépensée par chaque méthode, toujours dans une logique de pouvoir identifier quelles sont les portions de code qui ont tendance à consommer plus et sur lesquelles on va peut-être mettre justement nous un peu plus d'efforts pour pouvoir réduire la consommation de ce code.
Donc ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place assez facilement en utilisant justement la force de l'écosystème, hein. Ce n'est pas uniquement de développer nous-mêmes des outils from scratch, mais d'avoir un choix plus avisé des bibliothèques, des runtime, et pas uniquement un choix qui est piloté, on va dire, par la popularité des frameworks. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous me direz si je me trompe, mais bien souvent, voilà, le choix d'une bibliothèque va être probablement piloté par la popularité, par le fait que voilà, on en a dit beaucoup de bien, donc a priori, on va partir sur cette bibliothèque, mais on ne se pose pas la question de savoir combien est-ce que cette bibliothèque va avoir tendance à consommer quand on va l'utiliser. C'est une boîte noire qu'on va intégrer dans notre logiciel. Et puis, si ça fait le boulot qu'on attendait d'elle, ben, on est content généralement. Si ça le fait avec des bonnes performances, on est encore plus content. La question de l'efficience se pose. Et demain, on pourrait très bien se dire, ben, justement, pour intégrer une bibliothèque logicielle, on pourrait avoir, comme sur les frigos, une étiquette qui nous donne un peu son efficience pour savoir est-ce que je suis prêt à payer le prix de cette consommation pour faire le job dont j'ai besoin de faire avec cette bibliothèque. Donc, c'est une vraie question qui se pose. C'est une question qui se pose aussi au niveau des directions, dans le sens où, comme je vous ai dit, pour développer un nouveau système from scratch, est-ce que je pars sur le dernier framework ou le dernier langage, la dernière technologie à la mode dont tout le monde parle, ou est-ce que je me repose sur des technologies que je maîtrise, qui ont fait leurs preuves, qui bénéficient d'une certaine expérience et qui, du coup, vont me permettre justement d'avoir une consommation moindre. Je ne pouvais pas faire ce talk sans parler un petit peu de machine learning, d'intelligence artificielle. C'est vraiment une problématique qui a pris de l'ampleur ces dernières années dans la communauté scientifique, où les chercheurs qui travaillent justement sur tout ce qui est deep learning, qui a pas mal eu de succès ces dernières années, bah, se sont aperçus que le deep learning, ça ne se fait pas à coût zéro et que l'impact du deep learning, typiquement sur l'environnement, n'est pas anodin. Et donc, il y a des premiers papiers qui sont sortis récemment qui cherchent justement à un peu quantifier quel est l'impact d'un apprentissage de deep learning en termes d'émissions carbone, d'équivalent d'émissions de carbone. Et donc, on voit typiquement que l'entraînement d'un réseau de neurones, ça peut représenter rapidement 5 fois la durée de vie, enfin la vie d'une voiture avec sa consommation de carburant. Donc, ça commence à poser de vraies questions sur quel est l'usage qu'on fait des technologies. On parle beaucoup de machine learning, d'intelligence artificielle, mais voilà, il faut savoir que ça n'est pas gratuit et il faut peut-être se poser la question du bon usage de ces technologies. Alors nous, de notre côté, en utilisant toujours notre microscope pour API, on s'est posé la question de regarder justement une bibliothèque comme scikit-learn, qui est une des bibliothèques qui est très utilisée pour justement implémenter des algos de machine learning. Bah, qu'est-ce qu'on avait en termes de coûts de consommation. Et donc, on a regardé, bah, tiens, pour un dataset donné, je vais regarder combien ça consomme en joules pour entraîner ce dataset. Donc, on est à 3, 10 puissance 14 joules de consommation pour l'apprentissage. Et on a regardé, bah, tiens, combien d'estimations, combien de prédictions il faut faire avec ce dataset que j'ai ingurgité, pour lequel j'ai appris un modèle. Et donc, une fois que j'ai ce modèle, combien de prédictions il faut faire pour arriver à peu près à l'équivalent. Et on s'est aperçu qu'il fallait 4,1 millions d'estimations pour pouvoir quelque part arriver au niveau du coût de l'entraînement. Donc là, ça pose des questions sur, ben, tiens, est-ce que j'entraîne un modèle toutes les nuits pour mon super service qui utilise justement un algo de machine learning pour faire des prédictions pour les utilisateurs, ou peut-être qu'en faisant des prédictions, enfin des apprentissages plus rares, uniquement quand c'est judicieux, ben, je peux avoir à peu près le même niveau de précision, en fin de compte, tout en réduisant drastiquement ma facture d'électricité. Et on a regardé aussi justement bah, combien ça coûte d'entraîner justement un algo de machine learning. Et donc, on s'est aperçu qu'en fin de compte, pour apprendre les premières phases, les premiers niveaux de précision qu'on peut obtenir, bah, ça coûte un certain prix, hein, donc, en termes d'énergie, et que en fait, plus on avance dans les phases d'apprentissage et qu'on essaye de grappiller en termes de précision, et plus là, ça va vraiment coûter, et donc on va monter en exponentiel pour grappiller quelques dixièmes de précision.
là, sur la première partie, on a consommé donc 10 puissance 8 joules pour pouvoir apprendre et avoir une précision de 0,65. Et pour gagner un dixième, derrière, on va consommer 2 fois plus que ce qu'on avait consommé sur la première partie. Donc, ce n'est pas anodin. On peut se poser la question ici aussi de dire, bah, tiens, en fonction du type de service qu'on déploie, est-ce que j'ai besoin à tout prix de la meilleure précision possible? Est-ce que c'est un service qui est critique? Est-ce que je suis en train de faire voler un avion? Ou est-ce que je suis en train de faire des prédictions de pubs à placer sur une page? En fonction des types d'applications, il y a peut-être un usage là aussi raisonnable qu'on peut avoir du machine learning et de l'impact en termes de consommation. Et puis, un dernier truc à la mode auquel on s'est intéressé, bah, c'est la question justement de l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle l'auto-ML, qui est une technologie qui permet justement pour des personnes qui ne sont pas experts en machine learning. Donc, quand on manipule des algos de machine learning, on doit manipuler ce qu'on appelle les hyperparamètres, qui sont les paramètres de configuration de l'algorithme. Et ces paramètres de configuration peuvent avoir un impact plus ou moins important sur la précision du modèle appris. Et donc, comme ce n'est pas forcément évident, ça nécessite une expertise. Il y a plein de frameworks qui ont émergé et qui permettent de faire automatiquement cette optimisation des hyperparamètres. Et donc, on a regardé, bah, tiens, combien ça coûte de faire un entraînement avec une optimisation automatique des hyperparamètres versus un entraînement classique en fixant les paramètres à la main. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'à droite, en jaune, on a la barre que je montrais tout à l'heure qui était assez élevée, qui correspond à un apprentissage, on va dire, statique, en utilisant le framework scikit-learn. Et à gauche, on a en vert l'apprentissage en utilisant justement l'auto-ML et donc l'apprentissage automatisé. Et donc là, juste pour une optimisation de quelques hyperparamètres, on va payer 25 fois plus d'énergie pour apprendre notre modèle. Et encore une fois, pour pouvoir gagner quelques dixièmes de précision par rapport à un apprentissage classique qu'on pourrait faire en optimisant à la main ces hyperparamètres. Donc, c'est quand même assez problématique et une des problématiques que nous, on s'attelle à adresser maintenant, c'est de voir justement qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner justement les utilisateurs du machine learning pour pouvoir avoir un usage raisonné de cette technologie qui peut répondre à un certain nombre de besoins, mais qui n'est pas non plus la boîte magique qui répond à toutes les questions. Donc voilà, j'ai présenté un certain nombre d'aspects liés à ce qui peut se faire dans le domaine de l'énergie, dans l'accompagnement des développeurs, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas parlé beaucoup d'agilité. Donc, quelle est la place de l'agilité dans tout ça? Alors, ça a été dit aujourd'hui et tout à l'heure lors de la table ronde, on fête les 20 ans là, du manifeste agile. Et est-ce que justement, ces 20 ans, ce n'est pas l'occasion de regarder un petit peu le manifeste agile pour le faire évoluer avec justement un œil orienté vers l'éco-conception? Et donc, une des questions qu'on pourrait se poser, c'est tiens, est-ce que justement la maîtrise de l'impact n'est pas quelque chose que les agilistes doivent intégrer dans leur raisonnement, dans leur démarche, plus que la course en avant, c'est-à-dire la fonctionnalité à tout prix et puis cette volonté de vouloir faire une digitalisation massive des services, peu importe le prix qu'on est prêt à en payer. Donc, c'est une question ouverte. Je pense qu'elle peut être intéressante à traiter par la communauté et de voir quelle est la place des agilistes en fait, dans cette question de l'éco-conception des logiciels. Et ça me semble d'autant plus important que, comme on l'a dit, le logiciel est partout aujourd'hui. Il y a les GAFA, mais vous êtes amené à développer chaque jour du logiciel. Le logiciel prend une place de plus en plus importante dans notre société. Il faut peut-être justement, en tant que professionnel, se poser la question de quelle est la bonne place du logiciel? Est-ce qu'on a besoin de logiciels pour tout? On a parlé de slip connecté ce midi, mais voilà, est-ce que j'ai besoin d'un logiciel pour commander ma baguette? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux aller chez le boulanger et la commander en personne? Alors, le contexte n'est pas idéal, mais en tout cas, on peut se poser la question. Et donc, quel rôle à jouer pour l'agilité? J'ouvre les discussions, j'ouvre les questions sur cet aspect, en se disant, voilà, les logiciels sont plus que jamais prépondérants. On a beaucoup parlé de X as a service, software as a service, platform as a service, infrastructure as a service. Aujourd'hui, c'est everything is software defined. On a des réseaux network
on a plein de choses qui utilisent du logiciel, pour lequel le logiciel est devenu vraiment le cœur du système. On n'est plus sur des services qui venaient aider sur certaines tâches, mais on a intégré le logiciel vraiment au cœur de nos systèmes. Certains logiciels sont plus critiques que d'autres. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des logiciels qui font voler des avions. Donc, il y a une certaine importance qu'on peut attacher au logiciel, mais il y a d'autres logiciels qui sont peut-être moins critiques que d'autres. Encore une fois, le slide connecté, on peut se poser la question de l'aspect critique. On peut se poser la question de cette digitalisation massive qui est, est-ce qu'elle est nécessaire ? Est-ce qu'on a besoin de tout transformer sous forme de services ? On peut se poser aussi la question de la pertinence de fonctionnalités ou même d'une application versus l'impact qu'elle va engendrer sur l'environnement. Il y a un principe d'innovation frugale qui s'appelle JUGAD, qui est intéressant à étudier. Et donc, se poser la question, par rapport à une fonctionnalité qu'on me demande de développer, est-ce qu'elle est prioritaire vis-à-vis de l'impact qu'elle peut avoir sur l'environnement? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire pour pouvoir maîtriser cet impact? Je pense que la sensibilisation du client est indispensable. Ça a été évoqué là par les études qui ont été faites par les collègues. Il faut que le client soit dans la boucle et prenne conscience justement de l'impact économique, mais aussi du coup environnemental des fonctionnalités et des services qui sont développés, et du coup d'intégrer dans la boucle de raisonnement, est-ce qu'il est pertinent de développer un service ou quelles sont les alternatives plus frugales qui peuvent être développées, et du coup d'allier à la fois des besoins versus des coûts en termes d'écologie. Pour moi, la frugalité, ce n'est pas la facilité. Donc, notamment, quand on veut faire des services frugaux, il faut savoir aussi refuser la facilité, refuser d'aller au plus simple, d'intégrer peut-être la première librairie qui fait le job, parce que cette librairie, elle le fait peut-être mal, et de se poser la question, quelle est la manière la plus élégante et la plus efficiente pour pouvoir développer le service qu'on souhaite développer. Il ne faut pas considérer que frugalité veut dire faire moins de choses et du coup aller vers la facilité. Je ne pense pas que ça soit la solution. Et pour finir, la frugalité, pour moi, elle est aussi et surtout l'affaire de tout l'écosystème et qu'il y a vraiment quelque chose de vertueux à développer. Alors, j'ai dit à la DevOps, dans le sens où il y a besoin de communiquer entre tous les acteurs de l'écosystème et que chacun a gagné des connaissances de l'autre et de trouver justement des équilibres qui permettent d'aller dans le bon sens et de faire en sorte de développer des systèmes beaucoup plus efficients. Et ça passe notamment, ce qu'on regarde beaucoup, nous, à notre niveau, c'est quels sont les gaspillages qu'on peut retrouver à chaque niveau. Donc, le gaspillage peut prendre différentes formes et le gaspillage d'énergie existe. Il existe au niveau du matériel. Je vous ai dit, quand on utilise une clim pour refroidir un processeur, il y a un gaspillage qui est fait. Il y a d'autres technologies qui permettent d'éviter, de réduire en tout cas ce gaspillage. Le gaspillage d'énergie existe aussi au niveau du système d'exploitation. Quand on a des accès concurrents qui se battent pour pouvoir modifier une donnée, il y a peut-être des organisations plus fluides pour permettre aux données de garder leur cohérence et d'être modifiées à moindre coût. Et donc, on peut toujours essayer de battre justement et de chercher à réduire ce gaspillage des ressources. Et ça, on peut le faire à n'importe quel niveau. Donc voilà pour cette présentation. Je suis ouvert aux questions. Je profite pour remercier mes collègues qui nous accompagnent justement dans ces travaux. Ce n'est pas juste mes travaux, mais bien les travaux de toute l'équipe que j'ai présentés. Et si jamais il y a des questions, j'en vois au moins 2 en tout cas, je vais me faire un plaisir d'y répondre. Et oui, merci Romain. Il y a tout d'abord Eric qui nous parle de WebAssembly. Donc, dans les communautés de dev web, il y a une forme de mode Rust/WebAssembly, mode lié à des questions de performance notamment. Et c'est une approche de compilation vers de l'assembleur qui est accessible dans des environnements web haut niveau. Est-ce que ce serait une bonne voie pour les années à venir pour reprendre la main et mieux maîtriser ce que l'on fait en tant que dev web? Alors, c'est une voie. Je ne dirais pas que c'est une bonne voie. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, ce n'est pas forcément évident de juste considérer. Alors, il y a 2 choses. Il y a la première chose qui est de considérer que la problématique énergétique est en fait uniquement une problématique de performance.
C'est-à-dire, si on veut améliorer les performances, il y a plein de façons de le faire et il y a des très mauvaises façons de le faire. Une très mauvaise façon de le faire, c'est de rajouter une machine de plus dans le flux pour pouvoir justement réduire le temps de réponse à un service ou à un site web. Une bonne façon de le faire, c'est justement de se poser la question sur la conception du logiciel et de voir s'il n'y a pas de meilleurs algorithmes qui peuvent permettre d'améliorer les performances tout en réduisant la consommation. La question de Rust, elle est intéressante. En effet, on voit qu'il y a des technologies qui émergent, qui essayent de s'intéresser à cette problématique. Mais encore une fois, dire à une équipe de développement, vous n'allez plus faire du JavaScript et vous aimez bien JavaScript, ou vous n'allez plus faire de Java parce que vous aimez bien Java, mais vous allez faire du Rust aujourd'hui, ce n'est pas dit que toute l'équipe de développement adhère à un nouveau langage. Je ne sais pas si vous avez regardé au langage Rust, mais bon, ce n'est pas Java, ce n'est pas JavaScript. C'est un nouveau paradigme de programmation. Donc peut-être que des gens adhéreront et s'engageront dans cette voie-là. Peut-être qu'ils n'adhéreront pas et du coup, ça sera un peu plus problématique. Donc on voit qu'il y a des efforts, il y a des optimisations qui sont faites. Mais comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, et je l'ai repris là sur la fin de la présentation, c'est aussi la question de qu'est-ce qui est bon de développer. C'est-à-dire, il y a plein de fonctionnalités où on peut se poser la question, est-ce que la fonctionnalité est pertinente? Alors déjà, on peut se poser la question, est-ce qu'elle est pertinente par rapport à un besoin utilisateur? Parce que si l'utilisateur ne l'utilise pas, est-ce que ça valait le coup de le développer? Mais on peut aussi se questionner sur le fait, est-ce qu'elle est pertinente par rapport à l'impact qu'elle a sur l'environnement? Comme je l'ai montré avec le machine learning, est-ce qu'on a besoin d'un algo de machine learning pour aller placer une pub sur une page? Du coup, c'est vrai que c'est une vraie problématique. Il y a des technologies qui vont continuer à évoluer. Des approches comme Rust avec WebAssembly, c'est une approche qui peut être intéressante. Je ne sais pas dans quelle mesure demain tous les sites web basculeront sur Rust WebAssembly. Il y aura peut-être une autre technologie qui émergera entre deux, qui sera plus populaire. Donc, il y a aussi beaucoup d'effets de mode pour pouvoir avancer sur cette question. Le but, c'est surtout que les gens s'en emparent et que chacun à leur niveau puisse appliquer un maximum d'optimisation pour réduire leur consommation. Ok, et on a également une question de Pascal. Une petite remarque justement sur plutôt que les agilistes, n'est-ce pas une responsabilité de l'architecte d'entreprise, même s'il est affaire de tous? Alors, bonjour Pascal, un ancien camarade de classe. Euh, donc ouais, je pense que c'est pas que c'est pas plutôt la responsabilité de l'architecte d'entreprise. C'est en effet l'architecte d'entreprise a aussi sa responsabilité dans l'histoire. Comme j'ai dit, c'est la responsabilité de tous. Et la responsabilité de l'agiliste là-dedans, ça va être aussi de sensibiliser les équipes, de les questionner, de pouvoir justement avoir cette démarche éco-responsable dans la conception du système. Donc, je ne dis pas que c'est la charge de l'agiliste de trouver les solutions à tous ces problèmes, mais je pense que l'agiliste, au même titre que les autres acteurs du système numérique, va aussi avoir sa part de responsabilité et essayer d'insuffler justement une énergie, en sachant que quand on parle d'agiliste, on est très haut dans la démarche de conception du système et que si on est justement capable, dès les premières étapes de conception du système, dès les échanges avec les clients, d'intégrer cette problématique d'éco-conception, ça ne pourra avoir qu'un aspect positif sur le reste de la démarche. C'est-à-dire qu'on ne sera pas uniquement dans une démarche de micro-optimisation a posteriori pour, comme je l'ai dit, faire du curatif sur quelque chose qui a été décidé, mais on aura déjà fait des efforts en amont pour essayer de faire en sorte de limiter l'impact environnemental et que du coup, on sera vraiment dans cette démarche de spirale positive pour réduire l'impact de nos systèmes. Et alors, on a une question de Marc également sur est-ce que tenter de développer sous des contraintes plus fortes, exemple sur des machines qui semblent plus économes en énergie ARM, Raspberry Pi, Raspberry Pi, pardon, Arduino, etc., peut être une approche intéressante pour optimiser la consommation, en particulier lors de la formation initiale des développeurs? Alors, je pense que en fait, si on regarde, hein, historiquement, les personnes qui développaient sur des systèmes embarqués, des personnes qui développent même des applications mobiles se posent beaucoup plus la question, justement de la consommation énergétique de leurs algos parce qu'eux, ils raisonnent généralement
des ressources, on voit une batterie, quand je développe un capteur que je déploie dans l'environnement ou un téléphone, c'est me dire combien de temps, en fin de compte, mon téléphone va tenir sans que j'ai besoin de le recharger. Donc, j'ai un budget d'énergie qui est limité et il faut que je puisse faire un maximum de choses avec ça. Donc, dans ce contexte-là, généralement, les développeurs intègrent cette question énergétique et vont aussi justement essayer de faire des choses beaucoup plus optimisées. Ils ont aussi, du coup, une certaine proximité avec le matériel qu'on retrouve quand on fait de l'embarqué, quand on se rapproche justement de ce type d'environnement. Et du coup, on se pose beaucoup plus ces questions que quand je le disais tout à l'heure, sur des serveurs ou du cloud. Ça paraît très loin le matériel et du coup, on se dit, c'est pas ma problématique. Et généralement, quand les gens développent dans le cloud, c'est plus, on va dire, de l'open bar en se disant, bon, le serveur est alimenté. Et ça a été le raisonnement pendant longtemps. Alors, ça change, mais pendant longtemps, ça a été le raisonnement de beaucoup, de se dire que bah, voilà, le serveur, il est quelque part, il est alimenté. Je n'ai pas trop de questions à me poser sur cette problématique de l'énergie. Alors, on a encore deux questions. Une question d'Alexandre. A-t-on une idée de la consommation de toutes les applications inutilisées? Environnement dev, recettes, qualification technique. Et les bouts de code morts qui sont quand même déployés sur des systèmes up. Donc, à minima, pour faire tourner des OS avec des middleware et de l'espace disque. Alors, pas à ma connaissance, j'ai pas d'informations, là-dessus, la notion d'obésiciel, c'est pas nouveau, ça existe. Il y avait des rumeurs, notamment sur Microsoft Office avec, des bouts de code morts qui étaient introduits, même volontairement, pour faire grossir, les empreintes et faire en sorte d'avoir, toujours plus de CD installés, pour un logiciel, alors qu'il y avait pas forcément beaucoup plus de fonctionnalités. Donc il y a tous ces mythes, qui existent. Personnellement, j'ai pas forcément d'informations là-dessus et par rapport au logiciel auquel on accède dans le cadre de nos études, on n'a pas forcément d'éléments là-dessus. Par contre, ce qu'on voit beaucoup, et on a fait des travaux là-dessus, c'est que dans le cloud, il y a une tendance à toujours allouer plus de machines virtuelles. C'est-à-dire c'est devenu tellement simple en fait que bah, voilà, si j'ai besoin de quelque chose, je vais allouer une machine virtuelle, je vais faire 2-3 trucs avec, et puis après, je vais oublier de la décommissionner. Et donc, elle va rester allouée dans mon infrastructure, et là, elle va prendre de la place parce que les ressources sont allouées en fonction de certains profils. Et donc, si explicitement on ne vient pas décommissionner la machine virtuelle, ben, elle va rester dans le système. Et il y a des études, là, par contre, chez IBM, qui ont montré que justement, la part de ces machines fantômes, quelque part, a été non négligeable. Alors, je ne sais plus si c'était 20 ou 40% d'un cloud, mais c'était quand même quelque chose d'assez impressionnant en termes de volume. Donc, on a fait des travaux sur justement avoir un garbage collector, mais pour des machines virtuelles. Donc, détecter que des machines virtuelles ne sont pas utilisées et puis aller automatiquement les décommissionner pour pouvoir libérer des ressources. Et l'intérêt de faire ça, c'est que justement, on n'a pas besoin de démarrer une nouvelle machine pour pouvoir démarrer de nouvelles VM. Donc, on est capable justement d'aller maîtriser la consommation des ressources, un peu comme la machine virtuelle Java, elle utilise le garbage collector pour faire en sorte de maîtriser la consommation mémoire. Donc, il y a des choses comme ça. Et là, on voit clairement que le cloud et cette profusion de ressources, cette facilité d'accéder à des ressources n'aide pas les gens à avoir ce raisonnement comparé à ce qu'on disait tout à l'heure sur des environnements embarqués où les ressources sont limitées et du coup, il faut que je fasse avec ça. Merci pour cette réponse qui me rappelle aussi pas mal de choses. Je me permets de commenter parce qu'effectivement, moi, j'ai eu une carrière de développeur qui a commencé il y a un peu plus de 20 ans, avant de basculer dans l'agilité et dans le coaching. Et en fait, je me rappelle au début, on programmait sur des machines. Si on dépassait 120 megs de RAM utilisés, la machine rebootait, littéralement. Donc, on n'avait pas le droit de. C'était vraiment des contraintes très fortes pour développer. Et quand je vois aujourd'hui les développeurs, en fait, on me dit: «Ah ben non, non, j'ai 8 gigas de RAM, il me faut une barrette de 8 gigas supplémentaires parce que je peux pas compiler mon appli Java». Et donc on est passé d'un extrême à l'autre, en fait. C'est assez fou et c'est aussi lié au fait que maintenant on maîtrise moins. C'est-à-dire qu'il nous faut des gigas, des barrettes en plus parce qu'on a intégré un framework qu'on ne maîtrise pas et que ce framework nous demande de rajouter de la Mmh. mémoire. Comme tu l'évoques, avant, on avait la main mise de bout en bout, donc on savait qu'on pouvait intervenir à certains endroits, réduire la consommation, jouer sur ça et ça. Et quelque part, aujourd'hui, on perd le contrôle parce Mmh. qu'on est dans de l'assemblage de briques. Ces briques, elles ont des besoins et du coup, on n'a guère d'autres solutions que généralement par contrainte, encore une fois, de temps, de coût, de dire c'est pas grave, je vais rajouter une barrette et puis ça va résoudre mon problème en 2 temps, 3 mouvements. Voilà, et on revient du coup au problème du matériel et de la consommation Et voilà. des terres rares et cetera pour
produire ce matériel-là. Et une dernière question de Pascal. Est-ce qu'il n'y a pas un niveau de compétence et du prix que les acheteurs sont prêts à mettre pour avoir le bon niveau de compétence plutôt que de viser le pas cher avec des conceptions mal ficelées? Alors je pense, oui, qu'il y a une vraie question, comme je le disais tout à l'heure. Je pense que c'est important que le client soit dans la boucle et que le client intègre dans sa démarche justement de conception d'un service, de dire, bah voilà, je vais aller vers quelqu'un qui a des compétences en développement éco-responsable, qui a cette démarche, et je suis prêt à payer quelque part plus cher pour avoir un service qui consomme moins. Et je ne suis pas sûr, en tout cas, je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas le retour du client. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, en fin de compte, les démarches aillent dans ce sens, que les clients aient intégré justement cette nécessité d'aller quelque part investir pour consommer moins. Et donc, ce n'est pas forcément investir de l'argent, mais investir voilà, du temps, investir des efforts et de l'expertise pour faire en sorte que le même service ait un impact environnemental moindre. Donc, ce qui a été évoqué là dans le projet de loi qui est soumis au Sénat, c'était d'avoir justement une formation des développeurs sur cette problématique. Mais voilà, ça va aussi plus loin que ça. Ce n'est pas juste les développeurs. On ne peut pas considérer que c'est comme la question de la qualité logicielle. On ne peut pas considérer qu'un développeur qui développe bien, c'est acquis et c'est systématiquement dans le package. C'est quelque chose qui doit être entretenu, c'est quelque chose qui doit être pris en compte dès les premières phases de développement du logiciel. Et c'est quelque chose pour lequel le client doit accepter de payer. Et ça, je pense que tant que le client ne paiera pas, ça restera une problématique de second rang. Et en tout cas, pour les entreprises de services, ça sera difficile de pouvoir investir en interne sur ces problématiques-là. Ouais, à nous tous de faire parler de ces sujets-là avec pédagogie pour justement sensibiliser C'est ça. C'est les comme la entreprises à ça, qualité quoi. logicielle. Je pense qu'il y a eu une vraie Mm. pédagogie des entreprises pour expliquer l'intérêt qu'avaient les clients à investir dans cette qualité logicielle sur le long terme. Là aussi, il y aura probablement un effort à faire pour expliquer au client qu'il a tout intérêt à avoir des logiciels éco-conçus. Eh bien, ce sera le mot de la fin, parce qu'il n'y a pas d'autres questions. On a répondu à toutes les questions. Romain, merci beaucoup, en tout cas pour cette très belle conférence. Moi, pareil, comme ce midi, j'ai appris énormément de choses. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant sur le côté vraiment la démarche scientifique derrière. Parce que ce que les détracteurs peuvent dire souvent, c'est il n'y a pas de chiffres ou alors les formules pour calculer l'énergie, c'est un peu pipeau. Là, au moins, il y a une vraie démarche derrière qui montre par A plus B voilà, les différences en fait, de consommation et l'impact que ça a sur l'énergie, justement, la consommation énergétique. Donc, merci tout le monde, en tout cas, d'avoir suivi cette conférence. Et je rappelle encore une fois, si vous voulez continuer des discussions, partager des liens, des réflexions, ça se passe sur notre Discord. Vous avez reçu tous le lien dans le mail d'invitation de Frugagile. Et la suite, ce sera, on reprend demain midi, la suite du programme. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore, Romain, pour cette Merci très à belle vous. conférence. Bonne continuation. Et à très vite. À bientôt.